Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le quartier Herbel. Connaissez-vous l'histoire de la Villa Herbel? On va le voir dans l'émission. Et pour faire ce zoom sur le quartier Herbel, nous avons le plaisir d'inviter sur le plateau Bernard Mosset et Frédéric Verdet. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Messieurs, bonjour. Alors Bernard, vous êtes le président de l'association Villa Herbel et nous allons parler de ce projet. Frédéric, vous êtes à la CPME 13, président d'Énergie PME 13. Et nous allons parler aujourd'hui d'une histoire. On s'est rencontrés finalement lors de la convention avec la Chambre de commerce. Et vous avez parlé de cette histoire de Villa Herbel qui m'a beaucoup interpellé. Et j'avais envie de vous inviter aujourd'hui pour faire le focus sur ce beau projet et cette belle histoire. Racontez-nous. Alors l'histoire de la Villa Herbel, c'est une belle histoire d'art et de résistance, puisque cette villa qui occupait le domaine qui aujourd'hui est la cité Herbel, a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale par une grande partie de l'intelligentsia européenne, sous l'impulsion d'un journaliste américain, Varian Fry, qui a loué cette villa pour pouvoir servir de refuge à ces artistes, ces peintres, beaucoup d'entre eux des surréalistes. Il y a parmi eux André Breton, Max Ernst et bien d'autres. Et l'idée, c'était de pouvoir les abriter en attendant qu'ils puissent avoir un visa vers les États-Unis, où 2000 d'entre eux ont pu parvenir grâce à l'association de Varian Fry. Donc une belle histoire d'art et de résistance qui, j'espère, va permettre, à travers un musée qui va porter cette histoire, de valoriser le lieu et, à travers le lieu, les habitants. 2000 personnes, c'est colossal. C'est colossal. Varian Fry était venu avec une liste de 200 personnes, liste qu'il avait établie avec Eleanor Roosevelt, qui était son principal appui. Il faut dire que les États-Unis n'appuyaient pas vraiment cette initiative, et il en a sauvé 2000 qui sont parvenus par bateau aux États-Unis. C'est magique. C'est l'historien qui parle, on le sent avec cœur. Aujourd'hui, Bernard, le projet de Villa Herbel, c'est quoi exactement? Alors, au-delà de la création de ce musée, c'est tout un pôle culturel qui va être mis en place dans le cadre d'un plan de renouvellement urbain, un grand plan national qui touche la cité, une cité fragile, et avec 4 axes. L'axe mémoriel dont je viens de parler, un axe culturel avec de la formation, y compris de la formation professionnalisante. On a avec nous comme appui le Conservatoire de musique de Marseille et l'École des Beaux-Arts, et puis l'Université d'Aix-Marseille sur cet axe de formation. Un pôle de citoyenneté, un axe de citoyenneté. Il s'agit aussi de mettre en place des actions d'éducation à la citoyenneté, avec l'aide, encore une fois, d'Aix-Marseille Université, et puis aussi la Fondation du Camp Émile, dans le cadre de la chaire UNESCO qu'elle porte sur l'éducation à la citoyenneté. Sur laquelle vous étiez beaucoup investi, je crois. Oui, en fait, voilà, j'ai bien participé à cette aventure de la création de la Fondation du Camp Émile, et je coordonnais cette chaire avant de prendre ma retraite il y a quelques mois. Et puis le dernier axe, c'est l'axe économique, qui est l'axe essentiel pour pérenniser ce pôle culturel. Alors, en parlant d'économie, justement, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, comme vient de le dire Bernard, cette activité, c'est une opportunité. C'est une opportunité de mettre sur ce territoire, de remettre la mémoire sur ce territoire. Mais c'est aussi une opportunité pour la population. Parce qu'en réalité, ce projet-là n'aurait pas de sens si la population locale n'était pas associée à cette démarche. Et pour cela, il faut profiter de ce point chaud, en quelque sorte, de ce point chaud touristique, de ce point chaud culturel, pour en faire un point économique, pour en faire un point qui permette à la fois de recentrer une économie autour de la culture, de la spécialiser en quelque sorte, et de créer une ouverture sur l'emploi pour la population d'Herbel. Il faut savoir qu'à Herbel, il y a à peu près 6000 habitants. 6000 habitants, dont 47% à moins de 23 ans.
Et donc c'est un réservoir de talent, c'est un réservoir de volonté, de bonne volonté. Et bien souvent, malheureusement, ce sont des personnes qui n'ont pas accès aussi facilement que d'autres quartiers à l'entreprise et à l'emploi. Donc notre idée, c'est de profiter de ce projet pour introduire, pour implanter à l'intérieur d'Herbel de l'économie, de l'entreprise, donc sous la forme d'une pépinière d'entreprise, sous la forme de peut-être quelques majors de l'économie culturelle et de création, et puis peut-être aussi d'implanter une filière de formation sous la forme d'un CFA qui permettrait d'avoir la totalité de la chaîne, en quelque sorte, pour partir de la formation qualifiante à la création d'entreprises et à l'emploi dans les entreprises. Du territoire. Bref, effectivement, on voit bien l'ancrage et le lien entre de la culture à l'économie pour favoriser l'expansion de ce quartier ou l'amélioration et puis le développer. Ça a l'air aussi d'être important pour vous, ce contexte social de ce quartier. Messieurs, est-ce que vous pouvez évoquer cela ? Alors, bon, c'est un quartier qui est en train d'être rénové. C'est un quartier dont les habitants ont quelquefois eu l'impression d'être un peu mis de côté ou un peu abandonnés. Aujourd'hui, donc, on a cette opportunité. Et je dirais que c'est à la fois une opportunité et une nécessité de réintroduire de l'espoir, des moyens, des perspectives et du futur pour cette population. Encore une fois, nos entreprises, et Thierry, vous êtes bien placé pour le savoir, nos entreprises peinent quelquefois à recruter, peinent à retrouver des collaborateurs, et on a dans ce territoire des centaines, peut-être même des milliers de jeunes qui cherchent à travailler. Et donc, essayons de faire un match entre nos besoins et leurs désirs, leur envie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je dirais que Herbel est un territoire qui est idéalement placé. C'est une cité qui se trouve presque au centre de Marseille aujourd'hui. Elle est desservie idéalement par la L2, par le tram. On a autour une population, donc le 12e et le 11e, des populations qui sont des CSP+. Donc tout est réuni pour réussir à implanter une économie qui crée de la richesse sur ce territoire. Alors ça peut se faire par de l'initiative, par de belles initiatives. Bernard et Frédéric, je vous félicite, bravo pour cette belle initiative. Je suis sûr que ça portera ses fruits, en tout cas comptez sur nous pour communiquer le plus possible sur vos actions. Et pour poursuivre notre débat, je vous propose d'aller voir ce qui se passe sur place avec notre prochain invité. On invite à nous rejoindre sur le plateau le Centre de l'action sociale d'Herbel. Pour poursuivre notre émission sur Herbel, nous avons le plaisir d'accueillir Yann et Nordine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie du centre social Herbel. Et la première question qui vient peut-être pour vous, Yann, qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre social ? Alors, le centre social Herbel, tout comme les centres faisant partie de l'Union des centres sociaux à Marseille, ont pour vocation de s'occuper de tous les publics d'un territoire donné. En l'occurrence celui du centre social Herbel. C'est un territoire qui va de La Pomme jusqu'à la Bastide Saint-Jean, qui comporte à peu près 10 000 habitants. Et notre but, c'est justement d'essayer de proposer des activités pour tous les publics, des très jeunes, avec de la garde d'enfants, ou même jusqu'aux retraités. Alors des actifs jusqu'aux inactifs, parce que même nous occupons aussi de tout ce qui est insertion et emploi pour les personnes habitant sur ce territoire. Qui est votre boulot, je crois, justement, Yann, dans le cadre de l'action MOVE. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors MOVE, c'est l'acronyme de Mobilisation et Orientation vers l'emploi. Pour le coup, je trouve qu'il porte assez bien son nom, vu que mon travail à moi consiste justement à essayer de tout faire pour que les gens puissent trouver un emploi, rester en emploi, et si jamais ce n'est pas le cas, essayer de les orienter au maximum vers l'orientation, vers l'insertion, et faire en sorte que développer leur parcours professionnel. Que ça fonctionne et qu'on arrive à faire ces croisements. Alors justement, vous êtes venu avec Nordine. Racontez-nous votre expérience avec le centre social, justement. Tout a commencé vers les années 2017-2018. Je cherchais en fait un emploi et vous savez que c'est très difficile d'où on vient. Je n'avais pas de diplôme, rien de spécifique dans tout ça. Et j'ai connu une certaine Emilia qui était à son poste avant Yann, bien sûr, qui nous avait
beaucoup enseigné les valeurs du travail professionnel, etc., qui m'a beaucoup aidé dans mes tâches, que ce soit pour postuler ou que ce soit pour trouver du travail. Même psychologiquement, même social, personnellement, elle m'a aidé aussi quand j'étais pas bien. Psychologiquement, Bien sûr, oui, bien sûr, quand j'étais pas bien, etc., ben, ça lui arrivait de me remonter le moral en trouvant des mots plutôt justes, bons, elle savait où me toucher. Et en fait, ils m'ont vraiment apporté, ils m'ont aidé beaucoup. Je sais que grâce à eux, et franchement grâce à eux, je ne suis plus le même homme que j'étais quand je suis rentré dans ce move-là, en pesant mes mots, c'est sans exagérer, on va dire. Et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je suis, on va dire, l'homme que je suis, c'est beaucoup grâce à Emilia et Yann, parce que le travail qu'ils m'ont apporté, l'aide et tout ça, que ce soit psychologiquement, professionnellement, etc., ils m'ont tellement aidé, en fait, que je pense que s'ils n'auraient pas été là, franchement, je ne serais pas l'homme que je suis actuellement. c'est très touchant, Nordine. Merci pour ce témoignage. Normal, c'est la vérité, c'est simplement la vérité. Vous voulez ajouter quelque chose, Yann? Oui, genre, je remercie Nordine pour tous ces gentils mots. Il me touche profondément et je pense que même Emilia, ils lui feront très plaisir. Mais je pense que notre action à nous, c'est justement d'essayer d'accompagner, de tout faire, de faciliter. Nous sommes des facilitateurs. Et bon, certes, ça demande une certaine expertise parce que justement, nous devons quand même avoir une connaissance assez pointue du territoire et aussi avoir des liens, tisser des liens assez proches, je dirais, avec tous les partenaires, qu'il s'agisse de Pôle emploi, Mission locale, le PLI, aussi Positive Planète qui s'occupe de la création d'entreprises sur ces territoires-là. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, tout notre accompagnement n'est pas possible si justement les gens ne voulaient pas qu'on les accompagne. C'est-à-dire que je suis ravi de recevoir autant de louanges, mais malgré tout, tout vient d'eux, tout vient de lui en particulier, pour le coup. C'est gentil, Beau merci. témoignage, en tout cas, sur C'est un gentil. Beau témoignage. Ouais. Est-ce que Yann, vous avez un message à faire passer à nos entreprises adhérentes pour vous aider dans vos actions? Je suis ravi que vous me donniez la parole, dans la mesure où, en fait, ce que j'aurais aimé développer, notamment avec le centre social Herbel et puis peut-être même d'autres MOV, parce que je ne suis pas le seul, nous sommes 14 à Marseille, notamment 2 dans les quartiers sud. Moi qui m'occupe du 11e et 12e arrondissement et un collègue à moi qui s'appelle Christophe Ortega qui s'occupe du 9e et 10e arrondissement, dans tout le bassin de l'Uvonne. Du coup, oui, nous pourrions, si vous le souhaitez, et je vous encourage d'ailleurs à aller dans ce sens, développer, si vous voulez, un certain partenariat ou du moins une entente, au moins cordiale, si ça vous convient, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, nous avons une certaine expertise, notamment nous connaissons le terrain et les habitants, et donc si nous pouvons répondre si vous nous sollicitez à certaines, si vous avez besoin d'une main-d'œuvre ou quoi, d'un poste, vous cherchez un profil très particulier pour un poste, je pense que nous pourrions vous apporter certaines réponses. J'en suis Et sûr. mais nous rebondissons sur cette proposition favorablement. C'est avec grand plaisir. Vous savez qu'on a des métiers sous tension, que ce soit dans l'industrie et la grande distribution. Et donc, bien entendu, on se mettra à votre disposition. Retenez tout de suite la date du 4 novembre, où nous aurons un événement et on vous sollicitera pour cette date, avec grand plaisir. Merci bien. Merci Nordine, merci Yann. Nous allons désormais passer à la chronique de la semaine. Pour la chronique de cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Franz du groupe Network. Bonjour Franz. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste du numérique. Ce qu'on a envie de savoir, c'est l'impact du télétravail sur le numérique, justement. Quel est-il ? L'impact, il a été réellement sensible. Pourquoi ? Parce que rapidement, toutes les entreprises ont dû se mettre dans une position de survie de l'activité, rapidement reprendre ou au moins conserver un minimum d'activité et se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas forcément préparés à ce type de conditions de travail, le travail en mobilité, le télétravail, le travail collaboratif, et donc ils ont dans l'urgence utilisé des outils du quotidien, des outils grand public qu'on ne nommera pas, mais ils ont utilisé les outils gratuits des grandes GAFA. Les premiers qu'ils avaient à disposition. Exactement. Et du coup, ils se sont vite rendus compte que ces outils pouvaient être parfois pratiques, mais jamais sécures et jamais garants de la confidentialité des échanges. Est-ce qu'il y a justement des lois, une réglementation pour cette transition numérique ? Alors, oui, il y a plusieurs lois, notamment une qui va toucher tous les adhérents, c'est l'obligation en 2023 de proposer une facture électronique. PME, grands groupes, entrepreneurs individuels, petits artisans, tout le monde en 2023 devra proposer
à son client une facture électronique. Donc le digital, on ne doit plus le regarder, on doit s'embarquer avec. Est-ce que Franz, vous aurez des conseils précis à donner à nos adhérents? J'aurais 2 conseils. Le premier, c'est, on a appris de ce confinement et de ce télétravail subi, c'est de maintenant passer dans une démarche proactive, d'aller chercher des outils professionnels plus sécures, protégés, avec des solutions dans le cloud hébergées en France ou à minima en Europe, pour ne pas être dépendant justement de réglementations américaines ou chinoises qui autoriseraient tout à chacun à lire les données qui sont hébergées. Et le deuxième conseil sur l'archivage et le désarchivage, toute entreprise a une histoire qui s'est écrite sur le papier. Et elle a des mètres carrés d'archives papier qui dorment, dans lesquels il y a une information sur un client, sur un fournisseur, sur une relation. Et cette information, bien souvent, par commodité, on cherche à la reproduire, à la recréer, plutôt que d'aller la chercher. Moi, mon conseil, ce serait de penser à désarchiver, scanner, désarchiver, injecter tout ça dans le cloud de façon sécure, de façon numérique, pour pouvoir la retrouver et se libérer des mètres carrés. Merci Franz pour ces beaux conseils. Chers amis, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'archivage numérique, n'hésitez pas, vous retrouverez les coordonnées de Franz du groupe Network dans le lien et la description de notre émission. Il est temps pour nous de clôturer cette émission, Mathieu, en vous disant à la semaine prochaine. C'était l'actualité du territoire sur LEH TV. Merci à nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires et nos adhérents. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.